Bonjour, ravi de vous retrouver avec Guillaume Ploquin à la réalisation pour nous interroger sur nous-mêmes aujourd'hui et sur les crises multiples que nous traversons en remettant en cause beaucoup de nos idées reçues, à commencer par celle de l'individualisme de nos sociétés. Et si nous n'en étions même pas encore là, et si nous étions toujours et encore des moutons menés non plus par des dictateurs, mais par la plus attirante sirène de la consommation. Voilà ce qu'ose nous demander notre invité, le philosophe Dany Robert Dufour, dans son nouvel essai « L'individu qui vient ». Alors comment le faire advenir justement, ce véritable individu qui serait enfin conscient non seulement de son intérêt, mais aussi de l'intérêt commun? C'est ce que nous allons chercher ensemble autour de la question « Pourrait-on à la fois être égoïste et altruiste ?» Bienvenue. Bonjour Dany Robert Dufour. Bonjour. Merci d'être en direct avec nous. Vous êtes philosophe, professeur en sciences de l'éducation à l'université Paris 8, actuellement en résidence à Nantes, à l'Institut d'études avancées, auteur de nombreux ouvrages dont L'art de réduire les têtes et Le divin marché qui à chaque fois nous empêche de penser en rond. Vous venez de publier aux éditions de Noël L'individu qui vient, après le libéralisme. C'est-à-dire que pour vous, contrairement à ce qu'on croit, à ce qu'on dit, à ce qu'on lit, nos sociétés n'auraient d'individualistes que le nom et nous ne sommes pas encore finalement des individus à part entière ? Bien écoutez, oui, c'est tout à fait ça. C'est mon diagnostic et que le diagnostic que nous faisons généralement sur nos sociétés, qui est très répandu, diagnostic qui dit nos sociétés souffrent d'individualisme. Je pense que ce diagnostic est tout simplement faux. Nos sociétés ne souffrent pas d'individualisme, elles souffrent d'égoïsme, ce qui est extrêmement différent. Parce que l'individualisme est celui qui est capable de penser et d'agir par lui-même. Tandis que l'égoïste n'est pas capable d'en penser et d'agir par lui-même. Il est capable simplement de vouloir satisfaire ses passions et ses pulsions. Et nous sommes dans une société qui exalte le fonctionnement pulsionnel. Donc le fonctionnement égoïste. Donc le fonctionnement égoïste, alors que le fonctionnement individualiste, c'est le fonctionnement critique. C'était la visée des Lumières. On va y venir, on va essayer de comprendre comment faire autrement, comment devenir des individus à part entière. C'est ce que nous allons chercher avec vous, donc autour de la question, pourrait-on être égoïste et altruiste à la fois? Voilà une piste pour être de vrais individus. Première piste en tout cas de réflexion sonore avec le mix de notre réalisateur Guillaume Ploquin. Je disais à nos amis grecs, si nous ne vous aidons pas par générosité, il faut que nous nous aidions par égoïsme. Ce matin, 3000 licenciés. Wall Street n'est pas convaincu que le nouveau paquet d'aide à la Grèce représente une solution durable, ni au problème de la zone euro, ni même au problème de la Grèce. La générosité doit être justement sans le moindre calcul de retour. Sinon, c'est justement encore un des types du faux altruisme. Il y a toujours ce reproche, quand on parle des affaires mondiales, être totalitaire. C'est total. Ça ne veut pas dire parce que c'est total que c'est totalitaire. C'est deux choses qui n'ont absolument aucun rapport. Dans la rue de la Loge à Montpellier, les badauds n'ont qu'un seul mot en bouche, solde. Les soldes d'hiver démarrent plutôt bien, en croire la foule qui afflue dans cette rue commerçante. Pas question de parler de crise du pouvoir d'achat, un seul mot d'ordre, se faire plaisir. À la tête de Microsoft, Bill Gates a gagné plus de 50 milliards d'euros, puis a décidé de les partager avec le reste de l'humanité. Monsieur Gates, pourquoi êtes-vous ici à Paris ? Je suis ici pour dire aux Français que la solidarité permet de sauver des vies. C'est important d'être généreux. Article amusant dans le Daily Mail, et si vous êtes riche, sophistiqué et intelligent, que vous n'en avez rien à faire des autres, il y a de fortes chances que vous possédiez un iPad. Vous voulez réagir, Dany Robert Dufour, à ce que vous venez d'entendre, à ce mix, allez, on va dire mi-égoïste, mi-altruiste? Oui, bien sûr. Écoutez, l'individualisme est à l'ordre du jour depuis longtemps dans nos sociétés. Il est à l'ordre du jour depuis, disons, un renversement de la métaphysique occidentale au fin 17e, début 18e siècle. Donc ce qu'on appelle les Lumières. Les Lumières anglaises en particulier. Qui ont amené quoi, l'individu sur le devant de la mise sur l'individu et son fonctionnement donc égoïste. Pourquoi ? Parce que
Auparavant, depuis la philosophie grecque, il y avait une nécessité de modérer donc son fonctionnement égoïste. Celui qui ne visait qu'à satisfaire ses passions était suspecté d'être illimité dans ce que les Grecs appelaient l'hubris, le fonctionnement d'illimitation. Et ça, c'était dangereux, c'était pas possible, on était des hommes et on fonctionnait ensemble. Oui, voilà, c'est ça, on fonctionnait ensemble. Or, il y a une proposition qui a été formulée, disons, au tournant 1700, qui disait il faut en finir avec tout ça, il faut mettre en avant maintenant, non pas le fonctionnement solidaire, mais le fonctionnement qui est le fonctionnement égoïste. Ça a été la naissance du libéralisme anglais, du côté donc de Bernard de Mandeville, médecin de son état, médecin des âmes de son état. Libéralisme, individualisme, ça va ensemble. Enfin, en tant que philosophie dès le départ, c'est ça que vous dites. Libéralisme et égoïsme, ça va ensemble. Pourquoi ? Parce que on s'est dit à cette époque-là qu'on pouvait réorganiser toute la société, tous les rapports sociaux sur la base selon laquelle chacun allait défendre ses intérêts égoïstes. Et c'est comme ça que ça allait marcher. On est parti sur l'idée que si chacun défendait ses intérêts égoïstes, ça allait aller mieux pour tout le monde, c'est ça ? Le tout allait s'en suivre. Et donc la formule, qui est la formule majeure, et on a intérêt à se reporter au texte des fondements, parce que dans les textes de fondation, tout est dit. La formule majeure de Bernard de Mandeville, c'est les vices privés font la vertu publique. Et c'est ça qui est à la racine. Les vices privés font la vertu publique, c'est ça qui est à la racine du libéralisme. Si chacun... Juste une précision, Dany Robert Dufour, le libéralisme, quand vous en parlez, c'est pas juste une économie, comme on a tendance à le penser aujourd'hui. C'est donc une philosophie, une manière de penser ? C'est une pensée totale. C'est une pensée totale, tout simplement parce que, si on repart du début, encore une fois, de Bernard de Mandeville, donc qui publie la fameuse fable des abeilles en 1704, 1705, c'est là-dedans, dans cette fable des abeilles, qu'on trouve donc, comme morale de cette fable, donc cette fameuse expression vice privé égale vertu ou fortune publique. Et c'est ça qui a marché jusqu'à aujourd'hui, finalement. Ce qui a été repris par Adam Smith ensuite, donc le fondateur des sciences économiques et qui constitue encore maintenant une grande référence pour toute la pensée économique, qui dit ce n'est pas de la générosité de votre boucher ou de votre boulanger que vous attendez votre repas, c'est parce qu'ils suivent leur intérêt personnel qu'ils vous servent bien. Et si on pousse cette philosophie libérale ou cette manière de penser, elle va jusqu'à ce qui se passe aujourd'hui quand on voit les crises multiples, notamment de la bourse. Finalement, normalement, les vices devraient finir par devenir vertus. Or, on voit que ça ne marche pas. On voit que ça ne marche pas, justement. C'est un récit mensonger, à mon sens, et on s'aperçoit donc des limites de ce récit. Et on le voit bien, par exemple, dans l'interview qui avait été faite par Alan Greenspan, donc directeur de la Fed, de la Banque fédérale, de la Banque fédérale américaine, du Trésor américain. Au moment donc de la crise de 2008, il a été interrogé par une commission fédérale pour qu'il se prononce sur la crise subite donc qui arrivait, à quoi personne ne comprenait plus rien. Et il a dit, je pensais que l'avidité des banquiers, je dis quasiment littéralement, on peut se reporter au texte qui est sur l'internet, sur le site du gouvernement américain, je pensais que l'avidité, l'intérêt personnel des banquiers suffisait à défendre les intérêts collectifs, je m'aperçois que ça ne marche pas et que ça produit une crise. Donc l'égoïsme, ça ne marche pas. Alors il s'est aperçu d'un seul coup que l'égoïsme des banquiers, parce que, si vous voulez, l'idée c'est que si j'accumule beaucoup, qu'est-ce que je vais faire de mon argent ? Je vais le faire ruisseler. Je vais embaucher des gens pour me servir dans ma maison. Je vais l'investir ici. Je vais m'acheter un yacht et je vais faire travailler donc le chantier naval, etc., etc. Et donc l'idée, c'est que plus l'accumulation est forte, plus elle produit d'effets de ruissellement qui entraînent donc une activité économique. Ça a marché, ça a eu marché, on pourrait dire, mais ça ne marche plus. Mais ça ne marche plus. Ça ne marche plus. Et oui, c'est comment qu'on freine. Alain Bachung sur RFI, c'est pour vous, Dany Robert Dufour. Merci, j'aime beaucoup cette chanson. Et oui, c'est une question que vous vous posez, finalement, vous aussi, en tant que philosophe, dans votre dernier essai, l'individu qui vient après le libéralisme. C'est comment qu'on freine, c'est comment qu'on passe à autre chose qu'à cette manière-là de penser égoïste. Oui, c'est ça, parce que cette formule, on dit que le vice privé produit de la richesse, et donc la richesse de la vertu publique, a fonctionné
d'une certaine mesure, mais à quel prix? Ça fonctionnait en détruisant toutes les autres économies. Parce que quand les hommes ne sont pas que dans l'économie marchande, que dans l'économie économique. Par exemple, ici, nous, ce qu'on fait en ce moment, nous sommes dans une économie, nous échangeons. Vous me dites quelque chose, j'essaie de vous répondre, vous me redites quelque chose, j'essaie à nouveau de vous répondre. C'est une économie qui n'est pas marchande. Donc c'est une économie parce qu'il y a un échange, mais elle n'est pas marchande, parce que nous ne visons pas à faire de l'argent, ni vous ni moi, du moins je le crois. Non, on vise à échanger, effectivement, à partager des idées, à se poser des questions. À partager des idées, à construire du sens. Donc nous sommes dans une économie discursive. Or, l'économie marchande fait imposer donc les lois de l'économie marchande, c'est-à-dire le profit, dans toutes les autres économies. On peut les lister, ces autres économies. Il y a l'économie politique qui est priée maintenant de se calmer, puisqu'elle est mise au service de l'économie économique. Vous avez vu que nos politiques maintenant ne font plus qu'accompagner l'économie. Ils sont devenus des démarcheurs. On le voit, aujourd'hui on le voit. Pour vendre des rafales, pour vendre des centrales atomiques, etc. Ils sont des démarcheurs de l'économie, ils sont au service de l'économie. Ça détruit l'économie symbolique, c'est-à-dire les valeurs sur lesquelles nous posons. On a la grande formule de l'économie symbolique qui a été donnée par le grand anthropologue Marcel Mauss, donner, recevoir, rendre. Or maintenant, il ne s'agit plus de donner, recevoir, rendre pour faciliter, disons, l'échange dans les sociétés, mais il s'agit de prendre et d'accumuler au maximum des biens. Ça détruit l'économie discursive, on l'a dit, ça détruit l'économie psychique, qui est une dimension importante. Des individus, justement. Ben oui, des individus, parce que ils sont priés de mettre en avant leur fonctionnement pulsionnel. Je veux plus pour moi, c'est le fonctionnement de l'avidité. Ils sont obligés de mettre en avant. C'est ce à quoi nous pousse s'il veut être compétitif, ils sont obligés de mettre ça en avant. Autour de la question, pourrions-nous faire autrement? Pourrions-nous être à la fois donc égoïstes et altruistes? Je propose d'écouter l'éclairage d'un autre philosophe, Roger Paul Droit, qui lui aussi s'interroge sur notre humanité et sur les formes possibles finalement de sa renaissance. Écoutez, c'est pour vous. Je crois que nous allons vers des temps doubles, c'est-à-dire que de la même manière que l'on va voir se conjuguer croissance et chômage, de même que l'on voit se conjuguer égoïsme et humanitarisme, on voit probablement aussi se conjuguer cet égoïsme et altruisme que décrit Danny Robert Dufour. Je voudrais lui demander, est-ce qu'il pense que l'on peut aller vers ce que l'Antiquité nous a montré, c'est-à-dire une proximité entre gouvernement de soi et gouvernement des autres, que nous avons perdu. Nous savons très bien, même si nous n'y arrivons pas, ce que signifie se gouverner soi-même. Nous avons quelque idée de ce que signifie le gouvernement d'un pays. Les anciens font le lien profond entre les deux et pensent le gouvernement de l'individu sur ses pulsions, sur le modèle de la cité. Nous avons perdu ce modèle. Est-ce qu'on pourrait, au moins d'une certaine manière, en reconstituer une sorte de nouvelle mouture? Votre réponse, Danny Robert Dufour, comment faire? Tout d'abord, excellente question de Roger Paul Droit, que je remercie pour la pertinence de son propos. Il pose effectivement la question décisive. La cité grecque avait su, parce qu'il y a à l'époque grecque, une théorie de l'âme, donc il y a une âme d'en bas, nous sommes dans une âme d'en bas, nous avons aussi une âme d'en bas, qui nous pousse à avoir un fonctionnement pulsionnel pour satisfaire nos appétences. Donc à être égoïste, ça c'est normal, on est des humains, donc on est égoïste. Voilà, ça fait partie de ça. Mais on a aussi une âme d'en haut, qui s'appelait le nous, donc, qui permet le retour et qui permet la délibération sur ce qui nous pousse à faire ceci, c'est-à-dire ce qu'on appellerait aujourd'hui, maintenant, depuis Freud, les pulsions, parce que nous sommes poussés vers ceci ou vers cela. On a une conscience. Mais nous avons une délibération possible pour consentir ou pas à ce vers quoi nous sommes poussés. Or, les Grecs avaient construit tout leur système éducatif, qui s'appelle la skolé en grec, sur l'apprentissage par les enfants et les adolescents du contrôle, la maîtrise des passions et des pulsions. Et donc c'est ça la maîtrise de soi, le souci de soi, ce que les Grecs appelaient l'épiméléia.
C'est-à-dire que on ne peut ensuite gouverner les autres que si on sait se gouverner soi-même dans ses passions et ses pulsions. Et c'est-à-dire gérer ses pulsions, qui est exactement le contraire de ce que nous propose notre société aujourd'hui. Je schématise un peu, mais on nous propose d'acheter, de vouloir, de suivre nos désirs. On propose de satisfaire toutes nos passions et nos pulsions. Par exemple, le marché. Qu'est-ce que c'est le marché? Vous appelez ça le divin marché. Le divin marché, parce que c'est devenu l'espèce de religion dans laquelle nous sommes. C'est quelque chose qui vous propose sans cesse, qui agite devant votre nez un objet manufacturé, un service marchand ou un fantasme sur mesure produit par les industries culturelles pour satisfaire toutes vos appétences. Donc il y a une exaltation du fonctionnement pulsionnel. C'est-à-dire qu'au fond, chez les Grecs, il y avait au contraire la nécessité d'une maîtrise de ses passions et de ses pulsions qui constituait le cœur même de l'entreprise éducative dans la scolée. Ce que vous dites, Annie Robert Dufour, c'est qu'au fond, pour être éduqué, élevé en tant qu'être humain et devenir enfin des individus, il faut qu'on apprenne précisément à ne pas satisfaire toutes nos pulsions. Mais bien sûr, bien sûr. Mais vous voyez qu'on peut pas l'apprendre tout seul, parce que si on est tout seul, ce qui est exalté, c'est évidemment notre fonctionnement premier pulsionnel. Donc, ça s'apprend dans une transmission générationnelle. Il faut donc que les autres qui sont passés par là, la génération précédente, nous repassent leur technique de maîtrise de soi. Leur technique d'action sur soi. Et aujourd'hui, c'est une forme de résistance, ça, quand même. Vous vous définissez d'ailleurs comme un néo-résistant. Oui, moi je suis un néo-résistant parce que je résiste donc à la généralisation de ce fonctionnement pulsionnel qui fonctionne dans tous les endroits de la société. Ça fonctionne aussi bien, on le voit par exemple chez les jeunes maintenant avec donc la généralisation des incivilités, le fonctionnement pulsionnel, mais on le voit chez les banquiers, comme je disais tout à l'heure, qui sont aussi dans l'avidité. On se retrouve dans 3 minutes. Si vous le voulez bien, pour continuer cette conversation juste après le flash d'info et pour tenter enfin de devenir peut-être des individus à part entière autour de la question: pourrait-on être égoïste et altruiste à la fois? À tout de suite. Autour de la question. Caroline Lachowski. Bienvenue à vous qui nous rejoignez. Nous sommes en compagnie du philosophe Annie Robert Dufour, auteur de L'individu qui vient, après le libéralisme, autour de la question: pourrions-nous être égoïstes et altruistes à la fois? Nouvelle piste de réflexion avec l'américain Richard Stallman, inventeur du logiciel libre qui, à sa manière, a fait lui aussi acte de résistance. Le logiciel libre a commencé dans les années 50, je crois. Je n'étais pas encore informaticien, j'étais enfant, mais le partage de logiciels était commun. Et le logiciel privateur, c'est-à-dire le logiciel qui prive de la liberté aux utilisateurs. Donc j'ai inventé le mot privateur en imitation d'un mot espagnol, privativo. Quand j'ai commencé à travailler à l'université MIT dans les années 70, nous avions dans le laboratoire d'intelligence artificielle un système d'exploitation libre. Ce n'était pas si inusuel au commencement de la décennie 70, mais à la fin, c'était très rare. Nous étions presque uniques. Et j'ai vu un futur de logiciels privateurs et j'ai dit non. Donc j'ai décidé de lancer le mouvement de logiciels libres. Je l'ai fait une question éthique pour éliminer le logiciel privateur de nos vies pour pouvoir vivre en liberté. Vivre en liberté, le grand mot est lâché. Vous voulez réagir, Annie Robert Dufour, à ces propos de Richard Stallman, donc promoteur du logiciel libre, qui lui aussi est à sa manière, comme vous, un néo-résistant, un résistant moderne. Oui, j'aime beaucoup son expression de logiciel privateur, parce que ça nous prive de quelque chose, ça nous prive du travail collectif qui a été fait. Alors que précisément cette technologie, au départ, elle est ouverte à tous. Elle est ouverte à tous, c'est le fruit des chercheurs, d'un travail collectif, c'est le fruit aussi bien maintenant de bricoleurs de génie qui savent créer et inventer des choses nouvelles. Et donc le logiciel privateur est celui qui met donc ce fonctionnement solidaire en veilleuse pour le transformer en fonctionnement marchand.
C'est comme ça, par exemple, que celui que vous avez cité, Bill Gates, a fait une fortune de 50 ou je ne sais pas 70 milliards de dollars. C'est bien qu'il en redonne la moitié maintenant. Oui, aujourd'hui. Oui. Alors les Oui, mais milliardaires savez, comme ça sont à la fois quoi, égoïstes et altruistes. On peut le dire écoutez, comme ça ou... On peut le dire comme ça, mais bon, en donnant la moitié de sa fortune, 60 millions de dollars, disons, en donnant 30 milliards de dollars, il sera toujours un des hommes les plus riches du monde. Donc ça ne change finalement. Ça change pas grand-chose pour lui. C'est bien ça. Ça peut être. Le problème, si vous voulez, c'est que c'est lui qui décide. En l'occurrence, il a bien décidé, puisque c'est souvent des problèmes de santé en Afrique qu'il aide à résoudre. Mais il y a beaucoup de gens riches qui donc se rachètent un supplément d'âme en donnant une partie de leur fortune pour soutenir les projets les plus fous, les plus catastrophiques. Ce que vous dites, vous, Dany Rodari. Par exemple, on a une fondation Templeton qui est une fondation aux États-Unis qui soutient dans la science tout ce qui va montrer la pertinence de l'intelligent design. Alors, bon, ces fortunes privées, il faudrait qu'elles soient remises aux... Moi, je ne suis pas contre le fait que des gens fassent de l'argent s'ils ont le génie de faire de l'argent, mais il faudrait qu'ils soient les banquiers qu'ils redeviennent les banquiers d'entreprises solidaires, collectives et sous contrôle donc démocratique des populations. C'est pas quelqu'un qui peut décider. Moi, je fais ceci parce que le ceci peut être bien, c'est le cas de Bill Gates, mais peut être aussi complètement catastrophique. C'est le cas de la majorité d'entre eux. Vous aimez finalement les fonctionnements. Vous le dites d'ailleurs parce qu'il y a des pistes dans votre livre, l'individu qui vient. Donc comment devenir de véritables individus, à la fois égoïstes et altruistes. Les pistes, elles sont toujours, sous la forme d'ateliers, de quelque chose c'est ça, de collectif. C'est le fonctionnement solidaire parce que c'est le cœur même du fonctionnement des hommes en société. C'est on partage, on parle. Le parler est un partage, construire est un partage, construire des objets, etc. Et donc il faut généraliser ce fonctionnement qui est un fonctionnement, je dirais, qui n'est pas marchand, mais qui aide à l'amélioration de toutes les conditions de vie, de bien-être. Par exemple, j'en appelle à la création d'ateliers sur les quartiers où les plus anciens, les plus experts vont montrer aux plus jeunes comment bricoler, réparer tout, de la cocotte minute au portable, en passant par l'ordinateur, le PC, etc., la voiture, tout. Mais ça peut se faire à des niveaux, à des niveaux au bas de l'échelle, à notre niveau, à nous, individuel, à notre niveau individuel, bien sûr, avec des ateliers de quartier, des maisons de quartier, qui remettent à l'ordre du jour le fonctionnement solidaire qui était le fonctionnement des sociétés traditionnelles. Vous savez, c'est Marcel Mauss qui dit ça, donner, recevoir, rendre. Donc si vous recevez quelque chose, vous le rendez. C'est-à-dire qu'il faudrait, dans notre extrême modernité aujourd'hui, regarder aussi avant le libéralisme, ne pas jeter non plus l'individualisme avec l'eau du bain, mais regarder aussi ailleurs, mais bien sûr, du côté des sociétés traditionnelles. Retrouver ce qui est de l'ordre de ce fonctionnement solidaire dans les sociétés traditionnelles, c'est absolument décisif. C'est ça qui a été oublié par la modernité, et encore plus par la postmodernité occidentale, qui a mis de l'ordre du jour partout le fonctionnement marchand. Et donc, en mettant à l'ordre du jour les fonctionnements marchands, il a détruit l'économie sociale, l'économie symbolique. C'est exactement ce que, par exemple, disait un très très grand auteur dont il faut que je cite le nom, qui s'appelle Karl Polanyi, qui a écrit en 1944 le livre qui s'appelle La Grande Transformation, qui a été traduit en français en 1980, La Grande Transformation, et qui montrait que l'économie économique était insérée dans toute une série d'économies humaines, sociales, symboliques, etc., était insérée dedans. Progressivement, donc, à cette époque dont je parle, le XVIIIe siècle, elle s'est désinsérée et elle s'est individualisée et elle essaye de remettre à son service toutes les autres économies humaines. C'est donc un renversement de valeurs. C'est un renversement de valeurs et un renversement de perspective. Et nous serons contraints de le faire parce que ce fonctionnement détruit tout sur son passage. Il détruit les économies humaines. Les crises aujourd'hui multiples en sont la preuve. Mais bien sûr, il détruit les économies humaines, les économies sociales, mais il détruit aussi notre monde. Parce que ce fonctionnement donc implique croit qu'il peut fonctionner en fonction de la création d'une richesse absolue. Or,
On peut pas, parce que les ressources de notre terre sont limitées. Et il va falloir qu'ils se calment. Autour de la question, pourrions-nous être égoïstes et altruistes à la fois? Ça, c'est l'utopie, mais finalement, on pourrait peut-être y arriver. Je vous propose un autre éclairage vu d'ailleurs, précisément, vu par le rocker amérindien John Trudell, poète, militant et porte-parole des droits des Amérindiens d'Amérique du Nord. Le chanteur John Trudell était de passage dans les musiques du monde sur RFI. Écoutez son éclairage inspirant, traduit par Pierre Vallée. Nous sommes des êtres humains. Nous vivons dans un monde industriel et technologique qui ne veut pas que nous nous en souvenions. On ne veut pas que nous nous identifions comme des êtres humains ou qu'on pense comme des humains. Nous sommes programmés par la réalité industrielle pour penser comme des citoyens, selon notre sexe, notre race, notre âge, en catégorie. Nous avons appris à nous considérer comme ça plutôt que comme des êtres humains. Je crois, pour l'avenir du genre humain, qu'il est nécessaire que nous nous rappelions que nous sommes d'abord des humains, que nous réalisions que notre pouvoir, en tant qu'individu, vient de là. Et alors, individuellement, nous pouvons prendre des responsabilités pour nous-mêmes, devenir responsables de ce que nous faisons. C'est à la fois ce qui nous protégera individuellement et ce qui fera de nous une part de la communauté. Tout dépend de la responsabilité que nous prenons. La vie n'est pas une question de liberté, mais de responsabilité. Quand nous prenons nos responsabilités en tant qu'êtres humains et que nous utilisons les capacités de notre intelligence clairement et avec cohérence, alors nous participons à la vie en tant qu'êtres humains. C'est comme ça que chacun peut être libre. On ne peut pas être libre sans prendre ses responsabilités. Le mot liberté est abstrait. Être libre, ça c'est concret, pas la liberté. Quand il regarde de plus près, où est la liberté? Vous devez payer pour naître, vous avez besoin d'argent tout au long de votre vie, et quelqu'un doit payer à votre mort. Où est la liberté? Donc pour être libre en tant qu'être humain, il est nécessaire de reconnaître, de se rappeler et de comprendre ce que cela signifie réellement d'être humain. Vous voulez réagir à cet éclairage du poète et rocker amérindien John Trudell, Danny Robert Dufour? Oui, parce que je me reconnais tout simplement dans ce propos, tout simplement parce qu'il remet à l'ordre du jour ce qu'on a tendance à oublier, à savoir l'humanité de l'homme, tout simplement. L'humanité de l'homme, elle se déploie dans beaucoup de directions, dans les directions de l'échange avec l'autre, de l'amour, de l'être ensemble, de trouver des objectifs à réaliser ensemble dans une communauté humaine, à s'arranger avec nos propres désirs, nos propres passions, etc. Et on oublie ceci aujourd'hui parce que c'est le fonctionnement égoïste qui dit il faut que tu tires de l'argent de tout ça. Vous parlez même d'un égoïsme grégaire. Drôle de formule, puisque égoïsme, c'est... Je pense à moi, mais grégaire, c'est quoi? C'est comme des moutons, tous ensemble pour notre égoïsme. Écoutez, oui, égoïsme grégaire. Parce que quand vous achetez, par exemple, le dernier produit à la mode sur le marché, dont la publicité, les petits récits publicitaires vous ont abreuvé, matraqué. Vous êtes matraqué avec ça. Donc vous cédez, vous achetez ce produit. Donc vous avez un sentiment de satisfaction parce que vous dites, j'ai réalisé vraiment un désir profond. En fait, vous croyez libre, et au moment où vous croyez libre, c'est pas vous qui vous appropriez l'objet, c'est l'objet qui s'approprie de vous et qui en même temps est approprié par 10 000, 100 000, 10 millions d'autres personnes. Alors, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Vous êtes attrapé par l'objet que vous attrapez. Mais qu'est-ce qu'on pourrait faire à ce moment-là? C'est s'arrêter 2 secondes et se dire qu'est-ce que je veux vraiment, qu'est-ce que je désire vraiment. Mais bien sûr, c'est la délibération personnelle. C'est pour ça qu'il faut une dimension individuelle. Est-ce que je veux vraiment ça?
Est-ce que c'est ça que je veux pour moi, pour les autres, etc. Ou est-ce que je préfère me faire mettre en troupeau, des troupeaux de consommateurs qui achètent tous les mêmes objets, qui vont tous aux mêmes endroits, qui pensent tous de la même façon? Moi, je suis pour un individualisme ouvert, c'est-à-dire, mais ouvert, ça veut dire respectueux de l'autre. Parce que si je suis un individu qui pense et agit par soi-même, j'ai besoin en face de moi d'autres individus qui pensent et qui agissent également par eux-mêmes. Ceci est la condition de ma réalisation. L'existence de ces autres individus sont la condition de ma réalisation en tant qu'individu. Égoïste et altruiste, c'est-à-dire que je ne peux être vraiment individu que s'il y a des individus en face de moi. Ben évidemment, mais bien sûr. Or maintenant, on a un fonctionnement qui est un fonctionnement de plus en plus qui tend à l'instrumentalisation de l'autre dans son propre, dans sa propre passion. Et qui nous pousse finalement tous à continuer d'instrumentaliser l'autre aussi. Oui, c'est ça que vous dites. Nous sommes dans des sociétés. Avant, nous étions, si vous voulez, on le dit depuis Freud, nous étions dans des sociétés qui étaient productrices de névrose, parce que on dit ça tu peux pas le faire, ça tu peux pas le faire. Bon, ça rejaillissait par ailleurs. Maintenant, on dit vas-y fonce, fais tout ce que tu veux. Et dans le tout ce que tu veux, il y a aussi l'instrumentalisation de l'autre pour qu'il devienne celui qui va être un moyen pour réaliser mes fins. Je propose qu'on fasse une petite pause pour y réfléchir justement en retrouvant le poète amérindien John Trudell, paroles et musique cette fois-ci. RFI. Crazy horse, we hear what you say. One earth, one mother. One does not sell the earth, the people walk upon. We are the land. How do we sell our mother? How do we sell the stars? How do we sell the air? Crazy horse, we hear what you say. Too many people standing their ground, standing the wrong ground. Predator's face, he possessed a race. Possession, a war that doesn't end. Children of God, feed on children of earth. Days people don't care for people. These days are the hardest. Material fields, material harvest. Decoration on chain that binds. Mirrors gold. The people lose their minds. Crazy horse, we hear what you say. One earth, one mother. One does not sell the earth, the people walk upon. We are the land. Le rocker et poète amérindien John Trudell qui sera très prochainement dans les musiques du monde sur RFI et qui est tout de suite chez nous autour de la question: pourrions-nous être à la fois égoïstes et altruistes, avec notre invité, le philosophe Danny Robert Dufour. Quand on entend cette philosophie amérindienne, cette proximité, la terre n'est pas à vendre, les étoiles non plus, nous sommes la terre, on se dit qu'effectivement aujourd'hui on n'a pas vraiment d'autre choix que de se mettre à réfléchir face aux crises multiples et notamment évidemment environnementales qui nous mettent bien sûr devant nos incapacités à être des individus. Bien sûr, parce que ce fonctionnement donc qui est fondé sur l'individualisme, l'égoïsme maximum, avec donc la visée de ses propres intérêts, qui est vise à faire le maximum de profit à chaque fois, est une économie qui vise la richesse infinie, la richesse absolue, la richesse totale. Bon, comme si
ça pouvait avoir un sens d'avoir une richesse totale dans un monde qui est lui un monde fini, puisque je me permets de le rappeler, la Terre est ronde, elle est finie, elle va pas gonfler, etc. Et ce que vous montrez aussi, c'est que donc cette pensée du libéralisme, elle considère qu'il y a une infinité de richesses dont on pourrait s'approprier. Voilà, tout est appropriable. Or, tout est appropriable, mais si on s'approprie tout, on détruit en même temps ce qu'on s'approprie. Or, ce qu'on détruit, ce sont les bases de l'économie du vivant dans lesquelles nous sommes. Le vivant, voilà encore quelque chose dont il faut se rappeler, c'est ça, le vivant. C'est-à-dire que l'appropriation du vivant, se faire, comme disait Descartes, comme c'était un projet de l'Occident, se faire comme maître et possesseur de la nature, on voit aussi les limites de ce projet, puisqu'il détruit ce dont il s'empare. Mais au fond, il détruit les bases du vivant dans lesquelles nous sommes et nous évoluons. Et on pourrait presque dire que toutes ces crises qui nous arrivent, elles vont dans votre sens et finalement, elles nous le mettent en face des yeux. Mais bien sûr, je crois que il y a des indices de la souffrance de la terre sur laquelle nous sommes, qui ne cesse de manifester des symptômes par les propagations virales, par les problèmes climatiques, par les problèmes de pollution atomique multiples, par donc les empoisonnements multiples de différents endroits et lieux de la terre et éléments de la terre. Et donc on fait souffrir le lieu qui nous abrite. Et si on le fait trop souffrir, il va disparaître. Et nous disparaîtrons avec. D'où l'intérêt, et on en revient autour de la question, pourrait-on être égoïste et altruiste, à comprendre ce que c'est que l'intérêt. On va y revenir, vous parlez de l'intérêt d'être désintéressé. Mais avant, je vous propose un dernier éclairage. C'est celui du philosophe André Comte-Sponville, qui rejoint pas mal de commentaires assez avisés de nos internautes d'ailleurs. Écoutez, vous réagirez ensuite. L'égoïsme et l'altruisme presque toujours vont ensemble. Ils s'articulent soit dans l'affectivité, dans l'amour. Par exemple, le bonheur de mes enfants fait partie de mon bonheur. Et donc, c'est à la fois par égoïsme et par altruisme que j'ai envie, bien sûr, que mes enfants soient heureux. Mais dans la société où il n'y a pas ou très peu d'amour, l'équivalent, c'est ce que j'appelle la solidarité. La solidarité qui est une conjonction d'intérêts, c'est pas le contraire de l'égoïsme. Mais être solidaire, comme on le voit par exemple dans la lutte syndicale, c'est être égoïste ensemble et intelligemment, plutôt que bêtement et les uns contre les autres. Et c'est pourquoi la solidarité est la grande question politique, la grande question sociale. Il ne s'agit pas de surmonter l'égoïsme. Il s'agit d'être égoïste ensemble et intelligemment, c'est-à-dire de défendre ensemble, parfois les uns contre les autres, mais ensemble nos intérêts communs. Être égoïste ensemble, ça vous va comme formule, Daniel Robert Dufault? Ça me va à ceci près que je crois qu'il faut préciser que nous vivons dans une époque, et l'époque ultra ou néolibérale, qui met l'accent non pas tant sur les solidarités sont souvent l'affaire d'ONG, de personnes privées, de personnes morales qui se disent tiens, ceci est trop oublié, il faut qu'on n'oublie pas justement la notion de solidarité, mais nous vivons dans des sociétés donc qui sont conduites par les pensées du néo et de l'ultralibéralisme qui mettent en avant l'égoïsme. Et donc et qui oublie donc la solidarité. Donc plus on l'oublie, plus la question se pose. Et donc dans cette mesure, je rejoins ce qui vient d'être dit. Parce que ce que vous dites, c'est que vous avez une jolie formule, vous dites de l'intérêt d'être désintéressé. Mais bien sûr. Finalement, on commencerait par être égoïste et on se rendrait compte que pour être véritablement égoïste et penser à soi, il faut penser aux autres. C'est exactement ça. Il y a intérêt à être désintéressé parce que si on est seulement intéressé, on oublie que l'autre nous constitue. Il nous constitue depuis toujours. Par exemple, quand nous venons au monde et que nous évoluons, nous nous subjectivons, nous venons des individus et des sujets, c'est parce que la présence de l'autre, des parents qui sont là, que nous introjectons en nous. Donc, moi, je suis constitué. L'identité, mon identité, c'est aussi une intégration de l'identité d'autres. Je suis fait aussi de l'identité d'autres. Et ça, il faudrait quand même pas que je l'oublie, parce que si je l'oublie, je crois que je suis un individu qui peut tout, qui est
un individu de tout pouvoir, qui a une sorte de toute puissance et donc qui peut faire absolument ce qu'il veut. Je suis désolé, mais on ne peut pas faire. On ne peut pas faire ce qu'on veut. Et vous vous inspirez aussi de pensées d'ailleurs. Vous êtes actuellement en résidence à Nantes à l'Institut d'études avancées, où vous confrontez quoi? Des pensées avec des chercheurs venus d'ailleurs, notamment du Sud, d'Afrique, d'Amérique du Sud, d'Asie. Pourquoi? Pour essayer de comprendre à quel point finalement on est fait les uns des autres. Et c'est nos réflexions en tant qu'individus à chacun qui pourraient nous amener vers ce que vous appelez une nouvelle renaissance. Oui, je pense, oui. Écoutez, j'ai effectivement la chance extraordinaire d'être dans ce lieu qui s'appelle l'Institut d'études avancées de Nantes. Il n'en existait pas jusqu'à récemment des instituts d'études avancées. Ça a commencé à Princeton dans les années 25, 30, puis à Berlin, etc. Et depuis 2 ou 3 ans seulement maintenant, il y a quelques instituts d'études avancées, dont celui de Nantes, qui a une particularité extraordinaire, c'est qu'il accueille des chercheurs, il confronte des chercheurs du Nord et du Sud. Du Sud, c'est-à-dire venant de partout, venant d'Afrique, venant d'Asie, venant d'Amérique latine, et qui donc apportent leur façon de penser, leur façon d'être, le cœur de leur culture. Et nous sommes dans un lieu, non pas du tout de confrontation au sens où ça serait violent, mais dans un lieu... C'est une abbaye Thélème, si vous voulez, dans un lieu d'échange, mais c'est le beau Thélème mondialisé. Donc ça peut exister, donc ça n'est pas qu'une utopie, et la mondialisation, elle a aussi... Là, elle a du bon. C'est quoi? C'est des individus qui viennent de partout et qui amènent leurs pensées. Mais bien sûr, on prend acte de ce que maintenant, nous ne sommes plus enfermés à l'intérieur de nos civilisations, nous ne sommes plus prisonniers de nos civilisations, et que toutes les civilisations sont maintenant en crise du fait de la mondialisation. Donc essayons de tirer le meilleur parti de cette mondialisation, en comparant, confrontant nos façons de voir, nos façons d'imaginer, d'être soi, d'être ensemble, d'être avec l'autre, d'être dans la nature, et de vivre, de penser, de chanter, de mourir, d'être amoureux, etc. Pas mal. Vous proposez voilà, c'est un beau programme, je crois. Oui, en fin de votre livre, l'individu qui vient, des pistes pratiques. C'est carrément 30 mesures d'urgence pour permettre à chacun de se réaliser en tant qu'individu. Allez, on arrive en fin d'émission, mais qu'est-ce qu'on pourrait donner à nos auditeurs comme mesure d'urgence pour se réaliser en tant qu'individu? Écoutez, je crois que tout ça ne viendra pas tout seul et qu'il faut donc que l'instance politique revienne pour recréer le milieu favorable à la naissance d'un véritable individu qui pense et qui agit par lui-même. Pourquoi? Parce que le politique étant maintenant ce qu'il est, c'est-à-dire ayant complètement disparu et s'étant laissé dominer par l'économisme, on le voit encore dans les économies en crise, dans des pays en crise en Europe, par exemple en Grèce ou en Italie, ce sont des banquiers directement qui prennent directement en charge la chose politique. Donc qu'on change de gouvernement. C'est pas simplement qu'on change de gouvernement, c'est parce que un autre gouvernement peut venir et peut reproduire exactement les mêmes choses. Donc on change notre façon d'être ensemble avec toutes les nuances. Ça peut être de gauche, du centre, de droite, mais je pense que cette idée nouvelle, être ensemble, se pose à nouveau maintenant dans nos sociétés parce que nos sociétés sont menacées. Nous sommes dans une crise sévère de civilisation. Et vous proposez des pistes. Moi, je pense que nos auditeurs doivent se pencher sur votre livre qui s'intitule donc L'individu qui vient après le libéralisme. C'est passionnant, ça ouvre de nouveaux horizons. C'est publié aux éditions de Noël. Merci beaucoup, Dany Robert Dufour, d'être venu nous donner quelques pistes et nous réveiller peut-être un peu dans ce studio. Merci à vous, merci. Autour de la question sur Internet, www.rfi.fr. L'enregistrement que vous venez d'écouter est disponible en accès libre sur plusconscient.net. plusconscient.net.net. Notre objectif est de proposer une sélection de fichiers audio dans différents domaines tels que le réchauffement climatique, le pic pétrolier, les menaces qui pèsent sur la civilisation ou encore la spiritualité. Notre but ? Contribuer à la prise de conscience de chacun, première et nécessaire étape des changements requis face aux grands problèmes de notre temps. Si vous souhaitez partager une réflexion que vous inspire cet enregistrement,
un lien ou tout autre matériel en rapport, faites bénéficier la communauté de votre précieuse contribution. Vous pouvez utiliser les fonctionnalités d'échange de la plateforme pour cela. Merci de votre écoute.